Avec le matin dimanche et ses magazines. Nous sommes partout. Nous écoutons tout. Nous influons sur tout. Nous sommes l'agence. Et aujourd'hui, pour vous servir les agents Bugnon. Bonjour. Bonjour. Rollman. Bonjour. Cando. Wiesel. Bonjour. Et Viglino. Bonjour. Agents, réveillez-vous. Debout, debout. On a besoin de nous. Debout, agents, debout. Le monde n'a pas de sens sans l'action de l'agence. Car nous vous surveillons pour votre liberté. Car nous vous surveillons pour votre liberté. La planète va mal. C'est la spirale. Guerre de religion. Ou des boutons. Est-ce la faute à l'islam? On amalgame. Tout ça pour du gasoil. Pour lever le voile. Agents, réveillez-vous. Debout, debout. Il n'y en a point comme nous. Debout, agents, debout. Le monde n'a pas de sens sans l'action de l'agence. Car nous vous surveillons pour votre liberté. Car nous vous surveillons pour votre liberté. Et... Non mais attendez, je peux dire bienvenue aux auditeurs quand même et au public. Alors, on se calme, réunis en nombre au studio 15 de la radio à Lausanne avec un café, un croissant, la presse du jour, comme chaque dimanche, oui. Alarme, alarme, Voilà. alarme. Se détend, qu'est-ce qui se passe, Bugnon? Alarme. Qu'est-ce qui se passe, Bugnon? J'ai un problème avec l'islam. Bon, je crains que vous ne soyez pas exactement le seul. Non, mais ces temps, c'est compliqué. Oui. Entre l'Égypte, la Syrie, le Mali, le Kenya, ou pire encore, le Tessin, c'est touffu. Alors, j'essaie de comprendre d'où vient le problème. Mais il semble y avoir des voix discordantes, particulièrement entre les alouites chiites qui ne sont pas d'accord avec les hanafistes sunnites qui contredisent les azrakites kharidjistes sans être complètement opposés aux boras-taïbistes mustaliens, ismaélistes chiites. Et encore, je dis ça sans tenir compte de l'avis des ahmadistes hétérodoxes. Bon, je n'y comprends rien, Bugnon. Eh bien, moi non plus. Donc, pour y comprendre quelque chose, il faudrait, je sais pas, demander des explications à un professeur d'université, et à un philosophe, et à un écrivain, et à un expert en théologie, un islamologue. Mais vous êtes bien gentil, Bugnon, mais je ne vais pas pouvoir faire enlever 5 personnes d'un coup. Non, mais en fait, il faudrait pouvoir trouver quelqu'un qui fait tout. Et j'ai sur mes listes quelqu'un qui fait tout ça à la fois. Il s'appelle Tariq Ramadan. C'est bien ça nous fera des économies. Mais je ne sais pas si c'est vraiment prudent non plus. Oui, c'est vrai. Mais en même temps, il est très bel homme. S'il est bel homme, alors, qu'on me l'amène. Bonjour, Tariq Ramadan. C'est quoi cette base profonde? C'est vrai que vous êtes bel homme. C'était pas le sujet, je crois. Ça en fait partie. Intelligent avec ça, paraît. Installez-vous, Tariq Ramadan. Il semble que oui. Il semble qu'on ait besoin de vos lumières et qu'on ait beaucoup de questions à vous poser aujourd'hui. Bon, qu'est-ce qu'on a sur ce charmant jeune homme? Alors, donc, pour faire un peu le tour comme ça, donc Ramadan Tariq, né le 26 août 1962 à Genève, citoyen suisse. Ramadan. C'est quand même un peu surprenant comme nom, hein, pour un musulman, je veux dire. C'est un peu comme moi si je m'appelais Christophe Lundi du Jeûne. Vous irez assez bien. Hein, Ça n'a rien à voir, Bugnon. Le ramadan, ça dure 40 jours. Le jeûne, ça dure qu'un. Oui, mais c'est pareil, c'est le même principe. Ouais, regarde ton physique, regarde le sien. Tu verras que 40 jours de jeûne, c'est plus efficace qu'un seul. Bon, sinon, il est théologien, islamologue, islamologue et professeur à l'université d'Oxford. Oxford, en Angleterre? Non, dans le Val-de-Rue. Ah bon? Ouais, non, moi j'y crois pas. Là. Oui, en Angleterre, Aurélie, oui.
J'avais raison alors. Oui. En 1949, son grand-père, fondateur des Frères musulmans, est assassiné pour ses activités politiques. Bon, bah alors, il devrait savoir dans la famille que c'est pas très bon pour la santé de mêler politique et religion, non? Et les frères musulmans, ça fonctionne toujours en Égypte? Oh, c'est temps, il y a des hauts et des bas. En 1958, ses parents trouvent refuge à Genève. Ils ont 2 enfants, c'est ça, Tariq et Annie. Ah, Annie, c'est Non, son vous grand avez frère. bien d'autres frères encore. Hein. Alors, ça dépend des CV. Ils sont Non, nés on après. est 6. Moi, je suis le Oui. dernier de 6 enfants. Semblait bien. Donc, Tariq et Annie. Annie qui était prof à Genève, c'est ça? Oui. Il était enseignant à Genève, mais il a eu quelques problèmes avec ses collègues féminines, surtout quand il a dit dans un livre que la lapidation, bien que difficile à appliquer, reste une mesure dissuasive quand Je même. vous crois, oui. Mais c'est vrai qu'à Genève, avec le bétonnage massif tout azimut, ça devient très difficile de trouver de bonnes pierres. Hein. Bon, revenons à Tariq, parce que c'est notre invité du jour. Donc, il s'est distancié des propos de son frère, et il est plus modéré. C'est un peu le petit dernier dans la famille. Hein. Il fait ses études de littérature et philosophie dans la cité de Calvin, puis un doctorat sur Nietzsche. Déjà à critiquer la culture occidentale, quoi. Oui, mais en même temps, connaître, c'est comprendre toute chose au mieux de nos intérêts. Oh, vous devenez philosophe, Bugnon. Non, je cite du Nietzsche, c'est tout. Je suis bien content d'être votre chef aujourd'hui, moi. Celui qui sait commander trouve toujours ceux qui doivent obéir. Oui, c'est encore du Nietzsche. Au sujet, Bugnon, au sujet. Je suis un incompris, c'est trop injuste. Non, c'est pas du Nietzsche, ça c'est du Calimero. Bref, il fait un doctorat en islamologie arabe, puis il prend son bâton de pèlerin et met ses 2 chaussures pour devenir doyen du collège du même nom. 2 chaussures, mais j'y crois pas, Marina. Et ce n'est pas par hasard qu'il retourne au Caire pour étudier les sciences islamiques à l'université Al-Azhar. C'est la foire au jeu de mots, bravo. Texte de Christophe Bugnon. Depuis alors, conférences, enseignements, bouquins, et dès qu'on a besoin de quelqu'un pour donner un avis sur un sujet plus ou moins près lié à l'islam, hop, on appelle Tariq Ramadan. Et il est devenu indispensable. Moi, je vous le conseille pour votre soirée jet set. S'il vous manque un musulman qui présente bien, c'est le candidat idéal. Et Tariq Ramadan, c'est celui qu'on invite dans les médias, à la radio par exemple, quand il faut un expert en islam pour expliquer les choses. Et une fois qu'il a bien expliqué, on lui dit « Ouais, mais vous n'êtes pas crédible parce que votre grand-père a fondé les frères musulmans. » Donc, S'il n'était pas marié et père de 4 enfants, ce serait le gendre idéal. ouh là là, je vois la scène d'ici. Maman, je vais me marier. Génial, ma fille. Avec qui? Avec un musulman. Oh non, quelle horreur! Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu? Mais c'est Tariq Ramadan. Ah alors ça va si c'est lui. Et en plus, il doit être riche, hein? Mais tu mettras pas la burqa, hein? Ah, mais là, c'est moi qui décide, je fais comme je veux. Faut dire à ce que je lui demande ce que je veux, tiens. Merci, Bugnon. Parmi vos nombreuses compétences, Tariq Ramadan, il y a la philosophie, un doctorat sur Nietzsche. Quel aspect de la philosophie nietzschéenne vous avez à ce point intéressé? C'est quoi l'éternel retour? La critique acerbe des sources, souvent religieuses d'ailleurs, de nos hypocrisies morales? Non, c'est plus profond que ça. C'est-à-dire que dans un premier temps, lorsque j'avais fait ce qui correspondait à la licence, en fait, c'était sur la notion de souffrance dans la philosophie de Nietzsche. C'est-à-dire véritablement, moi je suis d'accord avec Heidegger quand il dit que c'est le dernier des métaphysiciens. Vous aussi, Bugnon, oui. vous êtes d'accord? Ben, complètement, oui. Et donc, en l'occurrence, c'était cet aspect-là. Et puis ensuite, ce que j'ai voulu faire, c'est étudier Nietzsche comme historien de la philosophie. Donc, ce que je devais faire, c'est prendre les philosophes qu'il a critiqués et essayer de voir quelle était l'approche. C'est-à-dire Socrate, c'est-à-dire Descartes, c'est-à-dire Kant, c'est-à-dire Schopenhauer. Ce sont des philosophes. Et donc, voilà, c'était ça qui m'intéressait. Pas du tout la perception que c'est l'anti-occidental. Au contraire, je pense que celui qui est le plus profond représentant des tensions et des questionnements de la philosophie occidentale, c'est Nietzsche, et non pas son plus grand contempteur. Moi, chez Nietzsche, ce que je préfère, c'est la musique de Also sprach Zarathustra. Oui, c'est Strauss, Richard. Enfin, ça ne fait rien. Tariq Ramadan, on évoquait à l'instant le nom de votre frère, Hani, enfin de l'un de vos frères, parce que vous en avez plusieurs. Vous souhaitez passer pour un modéré, pour le penseur d'un islam moderne. Dans ce contexte, est-ce qu'il est difficile d'avoir un frère bien plus radical que soi? Mais je ne pense pas les choses dans ce sens-là, parce que je pense d'abord que même par rapport à l'article dont il est fait question, nous n'avons pas les mêmes positions sur un grand nombre de positions, mais je ne pense pas qu'il soit dans la radicalité. Il l'était
il est plus littéral et il veut une expression plus littérale. C'est pas du tout un violent. Et puis c'est quelqu'un de droit, c'est-à-dire que quand il pense quelque chose, il le dit. Et j'aimerais bien que certains de ceux qui l'ont critiqué, quand ils pensent quelque chose, ils le disent. Et voilà. À partir de là, moi, j'ai pas du tout comme prétention à vouloir être d'abord musulman modéré. Ça me mérisse. Ça veut rien dire pour moi. Quand on est modéré, on essaye d'être. Moi, j'essaye d'être le plus juste possible. Donc, je suis pas. Je pense que ma religion, par définition, c'est une religion de la modération. Mais j'ai pas envie de. Je suis pas là pour faire plaisir. Et donc, autant je suis considéré dans un certain nombre de pays du monde comme quelqu'un qui est ouvert, autant si vous allez à Paris dans quelques salons, vous avez plutôt affaire au diable Tariq Ramadan. Donc, le but, c'est pas d'essayer de plaire. Le but, c'est d'essayer de se respecter. C'est-à-dire ce que vous dites, alors vous enseignez à Oxford, ce qui ne pose strictement aucun problème, et l'université d'Oxford est l'un des fleurons de l'enseignement en Grande-Bretagne. En revanche, en France, votre image reste, demeure une image trouble, une image polémique, une image difficile. Oui, je pense. Ça tient à quoi? Ça tient à plusieurs choses. Il joue pas au foot. Vous jouez pas au foot? Ah oui, ça doit être ça. Qui ne joue pas au foot? Vous? Ah si, j'ai pendant longtemps pratiqué le foot, ça n'a rien changé. J'ai essayé de le placer. Et même Zidane ou autre, non, ça va pas passer. Non, votre question elle est pas importante. C'est une question qui est beaucoup dans le monde francophone. Et en l'occurrence, c'est vrai que la France a aussi influencé et Genève, et le canton de Vaud, et la Suisse romande. Pourtant, vous n'avez pas d'une certaine d'accent façon. arabe quand vous parlez. Non, mais par contre, je symbolise beaucoup de choses. D'abord, la question du religieux en France, elle n'est pas liée à l'islam d'abord, elle est liée à une véritable histoire très très tendue entre l'État et l'Église, donc ça c'est le premier problème. Le deuxième, c'est que les Arabes et les musulmans, ce sont les anciens colonisés algériens. Et quand, hier, ils parlaient comme sujet de seconde zone, quand ils deviennent citoyens et qu'ils parlent le français comme les Français, et qu'ils ont une visibilité qui n'est plus simplement la visibilité de ceux qui construisent la maison, mais de ceux qui pensent et qui veulent partager la pensée, là, ça va pas. Et qui veulent habiter dedans, surtout. Et qui veulent habiter dans les maisons qu'ils construisent. Ouais. Vous êtes en train de dire que la France passe à côté de son discours d'intégration? Oui, parce qu'elle fait le contraire. Non, je pense qu'elle fait le contraire. Je pense que, et c'est ce que je dis moi aux citoyens français de confession musulmane, vous avez vocation en France à réconcilier la France avec ses valeurs, que la valeur de citoyenneté, que la valeur de l'unité de la République, de l'ouverture, du non-racisme, de la lutte contre la xénophobie ne soient pas des mots que l'on dit alors qu'on applique d'autres politiques. Et c'est cela. Et je suis gênant de ce point de vue-là. Et quand vous êtes gênant et qu'on n'arrive pas à mettre en cause votre discours, on dit il doit penser différemment de ce qu'il exprime ou de ce qu'il avance. Voilà, une petite pensée émue pour le député français Jean Glavany, d'ailleurs, à ce propos. Ouais. Nicolas Haut. Oui. C'est extraordinaire. Nicolas Haut, on a appris cette semaine de la bouche d'Alain Berset que les primes d'assurance maladie subiront une hausse de plus de 2% en moyenne en 2014. Ce qui veut dire qu'en 15 ans, j'ai fait le calcul, les primes ont doublé. Mais c'est vrai ce que vous dites. Oui. Mais oui. Et ces augmentations incessantes ont des conséquences inattendues. Chaque année, à la même époque, de nombreux couples se séparent. À cause de la hausse des primes? Je le crains. Écoutez. Oh, mais c'est pas vrai. Non, mais t'as vu ça, Bibiche? Les assurances maladie vont encore augmenter. Ouais, mais tu sais bien, c'est comme ça augmente chaque année, c'est normal, c'est comme ça, tout augmente. Ouais, c'est vrai ce que tu dis. Tout augmente, tout augmente. Toi aussi, t'as augmenté d'ailleurs. Comment ça, j'ai augmenté d'ailleurs? Non, t'as pas augmenté d'ailleurs. T'as augmenté d'ici, au niveau des hanches, là. T'as grossi, quoi. Mais comment ça? Bah, regarde-toi, t'as pris. Faut le reconnaître, t'as pris. Eh oh, t'as pris, c'est fini. T'arrêtes maintenant, hein. J'ai peut-être pas la ligne de mes 20 ans, mais j'ai pas encore celle de mes 60, voilà. Et puis, si t'es pas content, hein, t'as qu'à aller voir ailleurs. Ah, mais à quoi bon? Elles sont toutes pareilles. Autant garder la vieille. La vieille? Je te signale que personne ne t'a obligé à la choisir, la vieille, comme tu dis. Oh, choisir, c'est un grand mot. J'en ai pris une au hasard. À l'époque, il m'en fallait une. J'ai pris la première qui venait. Si j'avais su qu'elle allait gonfler comme ça... Mais dis, ça n'a pas tant gonflé que ça. Mais tu rigoles. Ça a doublé en 15 ans. C'est vrai? Ah non, mais je te jure. Ça devient lourd, là, très lourd. Je sais plus comment m'en sortir, moi.
Écoute, je savais pas que c'était si pénible pour toi. Ah, j'en peux plus. Je n'en peux plus. Je sais même pas comment j'ai réussi à tenir jusqu'à maintenant. Ah, faut trouver une solution. Mais on en est là? Ah oui, on en est là. Bon, je pourrais changer de complémentaire. Ça me donnera peut-être un petit peu d'air. De complémentaire? Tu en as une autre? Bah, ça fait longtemps, tu savais pas? Non, je ne savais pas qu'il y en avait une autre. Bah, non. je pensais que tu t'en doutais. Hein. Tout le monde en a. T'en as pas, toi? Mais non, mais j'ai jamais de la vie. Ah bon? Bon, bah, en même temps, c'est ton corps. Hein. Tu sais ce dont tu as besoin ou pas. Mais moi, je crois que je vais la changer, ma complémentaire. J'ai un copain qui en a une dont il est très content. Je lui demanderai laquelle c'est. Tu vas prendre la même que ton copain. Bah, si elle est bien, autant qu'il y ait le plus de monde possible qui en profite. Hein. Alors là, écoute, je sais pas quoi te dire. Oui, ou alors, j'augmente ma franchise. Non, je te trouve largement assez franc comme ça. Hein. Ouais, bah, à ce stade, la franchise, l'honnêteté, c'est plus de l'honnêteté, justement, c'est de l'imbécilité. Hein. Je suis vraiment la bonne poire de service. Hein. Ah, on peut dire qu'elles m'auront coûté ces 15 années. Bon, je sais ce qu'il me reste à faire. Je vais m'en aller. Toi aussi? Bah, attention, si tu veux résilier le contrat, c'est avant fin novembre. Hein. Non, t'en fais pas. Non, t'en fais pas. Je serai partie bien avant. Adieu. Bibiche. Bon, elle est pas bien, elle. Bon, faut qu'elle se soigne. Ça, c'est du double langage, vous voyez. Voilà, ça, oui. Je suis content que vous ayez compris. Merci, Nicolas Haut. Dimanche passé, le résultat qui a peut-être fait couler le plus d'encre n'était pas celui d'une votation fédérale, mais celui d'un suffrage cantonal au Tessin, Wiesel. Oui, les citoyens tessinois ont approuvé à 66% l'initiative de Giorgio Gueringhelli qui visait à interdire le port de la burqa ou du niqab dans les lieux publics. La burqa étant donc le voile intégral qui couvre tout le visage et le niqab, celui qui laisse apparaître juste les yeux. Exactement, enfin je crois. Sauf que la loi ne laisse pas discriminer en fonction de la religion, donc l'initiative est formulée de manière implicite. C'est l'interdit de se voiler ou couvrir le visage dans les lieux publics, ce qui veut dire que dans sa forme actuelle, elle empêcherait également les skieurs de porter des cagoules par grand froid, les plongeurs de revêtir des combinaisons intégrales et les fêtards de se déguiser pour carnaval ou Halloween. Effectivement, ça ratisse un peu large. Mais j'imagine que les Tessinois, en tant que voteurs informés, connaissaient ces conséquences au moment de faire entendre leur voix. Ouais, je sais pas. Moi, j'aimais bien les Tessinois avant. Ils parlent les 3 langues nationales, ils ont un accent chantant, ils nous ont donné Michel Hunziker et Xenia Tchoumitcheva, et ils ont le mérite de pas être suisse-allemand. Mais s'ils continuent à voter des conneries pareilles, pour moi, on peut vendre le canton à Berlusconi, ils vont pas me manquer. Hein. J'en conclus que vous n'êtes pas d'accord avec ce résultat, Wiesel. Mais enfin, vous exagérez un peu, non ? J'exagère. Il y a 63 494 Tessinois qui ont voté oui, Michel. Vous savez combien il y a de femmes qui portent la burqa au Tessin ? À vrai dire, non. Une. Et encore, ils sont pas sûrs. Il y en a une maximum. Il y a 4 fois plus de femmes à l'agence aujourd'hui qu'il y a de femmes voilées au Tessin, Michel. Il y a plus de Tour Eiffel et de Statues de la Liberté qu'il y a de femmes voilées au Tessin. Il y a autant de femmes voilées au Tessin qu'il y a de femmes qui s'appellent Simonetta au Conseil fédéral. C'est vrai que, vu comme ça, ouais. Non mais déjà que le monde se foutait de notre gueule quand on a interdit les minarets alors qu'il y en avait 3 sur tout le territoire, on a réussi à faire encore plus stupide cette fois. Interdire le voile au Tessin, c'est comme interdire les palmiers au Groenland, les igloos en Australie, les cerveaux chez les néo-nazis, les brocolis dans le frigo des Brella ou les jolies filles au locle. D'ailleurs, c'est scandaleux, Wiesel. D'ailleurs, le Conseil national tessinois avait relevé cette aberration et proposé un contre-projet qui visait seulement les événements sportifs et les manifestations pour recentrer la loi sur les casseurs et les hooligans. Mais non, les Tessinois ont refusé le contre-projet. Pour eux, le vrai danger, c'est les femmes qui portent le voile. Enfin, la femme qui porte le voile. Elle est si dangereuse que ça, cette femme ? C'est qui ? Martina Hingis a déménagé au Tessin ? La sécurité n'est pas le seul argument invoqué par les initiants, mais également le respect des coutumes locales, l'intégration. Mais si ça dérange tellement Monsieur Gueringhelli de croiser cette femme voilée en ville, ils n'ont qu'à s'envoyer un doodle pour pas se retrouver à la Migros en même temps. C'est pas la peine de dépenser des centaines de milliers de francs et d'emmerder le gouvernement cantonal et fédéral pour ça. D'ailleurs, on parle déjà d'initiatives au niveau fédéral qui toucheraient cette fois des cantons davantage concernés, comme Genève. C'est vrai qu'à Genève, au mois d'août, c'est un peu Dubaï-sur-Mer, hein, mais bon... Les touristes du Golfe, c'est les seuls qui arrivent encore à se payer les suites des palaces genevois qui coûtent plus cher qu'une maison de campagne. Donc pour les hôteliers, qu'elles soient en burqa ou en armure côte de maille, tant que les maris ramènent leurs pétrodollars, ils s'en foutent. Hein. C'est marrant. Je vous imaginais pas comme étant pour le port du voile, Wiesel. Pas du tout. Moi, j'aimerais voir disparaître ces voiles et le reste des inégalités envers les femmes dans la religion musulmane et toutes les autres religions. Je suis un amoureux des femmes, vous le savez, Michel. Je suis un féministe. Mais ça va pas se faire en un jour. Et c'est pas par la force que ça va marcher. Plus les familles s'intègrent en Suisse et en Occident et les enfants grandissent ici,
plus le multiculturalisme fera son effet et les progrès se feront sentir. L'autre jour, j'ai vu une dame qui avait coincé son attelle dans son voile et qui l'utilisait comme kit main libre. Vous voyez, on va dans le bon sens, mais ça va prendre du temps. Mais pour moi, ce voile, je suis pas d'accord. Pour moi, c'est de la lâcheté, ce voile. C'est pas, enfin, le but, c'est pour pas que les autres hommes convoitent ta femme, de ce que j'ai compris. Mais le vrai mec, il vend tellement de rêves à sa femme qu'il s'inquiète pas de savoir qui la convoite quand elle se balade dans la rue, parce que il entretient l'amour au jour le jour et irrigue les graines de la tendresse avec l'arrosoir de la passion. Vous pouvez y voir une métaphore sexuelle si vous voulez. Parce que sinon, je veux dire, c'est trop facile. Tu choisis ta femme quand elle a 12 ans, tu la mets sous tente et après, tu t'en occupes plus. Mais je pense qu'en Occident, on fait pas tout juste non plus. On a aussi pas mal à apprendre d'elles et d'eux, notamment au niveau de la mode. Je veux dire, entre le voile intégral et Miley Cyrus et Lady Gaga à poil dans la rue, il doit y avoir un juste milieu quand même. Mais je trouve débile le voile, Michel, mais je trouve encore plus débile de l'interdire. Déjà, vous pensez que ça va améliorer les conditions de vie et la liberté de ces femmes si les maris ont le choix entre les laisser sortir sans le voile ou les garder enfermés dans l'appartement avec le voile? À votre avis, ils vont faire quoi? Ils vont choisir de se rebeller contre tout ce qu'ils ont connu depuis des générations ou ils vont se faire un abonnement sur le shop? Pour une fois, en Suisse, on pourrait être un exemple de tolérance et une influence positive au lieu d'être la risée du monde entier avec nos lois ridicules. Parce que moi, Michel, parfois, j'ai honte d'habiter dans un pays où on considère que les criminels les plus dangereux, c'est les femmes voilées qui construisent des résidences secondaires en forme de minarets et qui refusent d'acheter un compagnon pour leur cochon d'Inde. Merci Thomas Wiesel. Je vous en prie. Est-ce qu'on porte le voile chez les ramadans, Tariq Ramadan? Enfin, les femmes, j'entends. Hein. Certaines, oui, d'autres non. Vos C'est-à-dire filles, que la première, la plus âgée, oui. La deuxième est jeune, non. Elle décidera toute seule, comme l'a fait la première. Et d'autres de mes tantes, de mes nièces et autres, certaines le portent et d'autres ne le portent pas. Et c'est peut-être ça le plus important dans toute notre discussion maintenant. Parce que j'entends bien qu'on peut être pour ou contre et qu'on doit... On doit prendre la position qui est celle du droit. C'est ce que j'ai toujours défendu dans tous les débats qu'il y a eu en France, comme sur ce débat sur le niqab, parce que moi je ne pense pas que c'est islamique de couvrir le visage, mais ma position de principe elle est très simple. Quand une femme veut le porter, il faut qu'elle ait le droit de le porter, et si une femme décide de ne pas le porter, il n'appartient ni à sa famille, ni au gouvernement. C'est pour ça que j'ai pris des positions contre l'Arabie Saoudite et l'Iran, en disant imposer le foulard, le port du foulard à toutes les femmes, c'est totalement contre le droit. C'est un acte qui doit être individuel. Et c'est pour ça que, je dirais, la nuance que j'aurais par rapport à ce que vous avez dit, c'est que c'est pas toujours les hommes qui décident. Vous avez des femmes... Moi, vous savez, j'ai pris position contre le niqab en France. En même temps, j'ai pris position contre la loi qui voulait l'interdire dans la rue. Et j'ai eu des femmes qui sont venues vers moi me dire mais attendez, c'est mon choix. Moi, je veux le porter. Et même si moi, je suis contre, mon travail et le travail que nous avons à faire, c'est un travail pédagogique. C'est pas un travail légal. Mais quelle est la proportion de contraintes chez les femmes? C'est-à-dire, on sait que certaines femmes le portent alors avec joie, épanouissement, bonheur et fierté. D'autres, probablement pas. Alors ça, on ne peut pas le savoir. On le sait par exemple, dans des États comme l'Arabie Saoudite ou l'Iran où c'est imposé par la loi, ça on sait qu'énormément de femmes le portent contre leur volonté. Par contre, dans les sociétés occidentales, dans les sociétés comme la société suisse, vous avez des femmes, vous vous asseyez avec elles vous diront mais c'est mon choix. Donc, et d'autres qui vous diront c'est peut-être la famille. Comment voulez-vous décider de la conscience des gens si ce n'est au cas par cas? Parlez aux gens, prenez la possibilité d'entendre ce qu'elles ont à vous dire. Et quand une femme vous dit en conscience et de cœur, je pense que c'est ce que requiert ma foi, la seule chose que vous avez à faire, c'est de respecter et de vous taire tant qu'elle ne vous impose rien et que rien ne lui impose. Quel est d'ailleurs le sens du voile? Moi, j'avais cru comprendre, pour aller un peu dans le sens de Wiesel, mais pas tout à fait, en plus grave, que c'était surtout une manière d'épargner aux hommes les affres de la tentation, car la femme est avant tout tentatrice. Ça dépend laquelle, hein. Oui, on est bien d'accord. Enfin. Là, vous faites un mélange entre différentes traditions religieuses. On n'a pas du tout dans la tradition musulmane l'idée de la femme tentatrice. Par exemple, toute l'histoire du péché originel d'Ève et tout ça n'existe absolument dans la tradition musulmane. Et d'ailleurs, dans la tradition originelle, c'est peut-être même plus l'homme qui a été le tenté avant la femme. Donc on n'a pas du tout cette idée-là.
Donc après, vous avez un discours masculin qui vous dira ceci. Nul ne peut nier que parmi les musulmans, vous avez eu des savants mâles qui ont mis ça en évidence, c'est-à-dire mis la question de la tentation. Mais quelque chose de beaucoup plus profond que ceci et dont seuls peuvent vous parler en fait les femmes dans leur expérience spirituelle, c'est-à-dire ce travail par rapport à l'ego, ce travail par rapport au divin, ce travail de la relation au divin. Ça, c'est quelque chose qui n'est pas lié à l'homme, qui peut être un cheminement spirituel que vous pouvez avoir. Si vous parlez à des femmes qui sont des chrétiennes et qui ont fait, par exemple, la décision d'être des femmes qui sont par exemple, comme des nonnes, elles ne vous parleront pas dans leur relation de la question Attendez, il y a une différence chez les catholiques entre une nonne qui fait vœu, qui s'engage, etc., et une femme civile. Mais attention, il y a une différence dans ce que va être. Oui. Non, ça va être une différence dans ce parce qu'en même temps, en l'occurrence, en islam, on n'a pas du tout le vœu de chasteté n'existe pas. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que spirituellement, qu'est-ce qu'elle vous dit ? Est-ce qu'elle vous dit qu'elle le fait par rapport au regard masculin ou elle vous le dit qu'elle le fait dans sa relation au divin ? Donc c'est ça que je veux dire. Je veux dire que la justification, elle n'est pas simplement par rapport à l'homme. Elle est aussi une dimension spirituelle profonde. Alors que cherche l'islam radical lorsqu'il impose dans certains pays le voile ou le niqab ou ce qu'on voudra ? Alors on a un vrai problème. Qu'est-ce qu'il cherche ? On a un vrai problème aujourd'hui dans les sociétés majoritairement musulmanes et même dans la compréhension de l'islam. D'abord parce qu'on a nul ne peut nier qu'on a un discours qui est d'abord masculin. Et que ce discours masculin, il a pour vocation de mettre en évidence souvent les limites et les impositions. Donc déjà, le premier problème que nous avons, c'est penser l'islam non pas par le sens spirituel, mais par simplement les impositions, la pensée dogmatique. Et quand elle est masculine, cette pensée dogmatique, la première cible, ça va être les femmes. Deuxième des choses que nous avons, c'est cette idée que la culture occidentale se répand avec force partout, elle vient de partout, et donc première attitude défensive, quel est le chaînon le plus faible ? Ça va être les femmes. Donc il va falloir protéger les femmes. Donc, et en plus, historiquement, c'est faux. Pourquoi les femmes ? Mais ça, c'est attention, c'est la pensée. Mais vous me pensez la pensée de ceux qui sont les plus radicaux. C'est le président de la Confédération actuellement qui dit que l'armée est là pour protéger les femmes qui sont faibles. Les êtres faibles, donc les femmes, les enfants. La pensée masculine ou la pensée littéraliste ou la pensée radicale va pouvoir penser ceci. Or, historiquement, on est en train de s'apercevoir que c'est pas vrai, que les chaînons les plus forts de n'importe quelle société, c'est souvent le substrat féminin qui le protège. C'est la femme qui a été beaucoup plus la mesure de la protection culturelle et spirituelle que l'homme, mais c'est une réaction masculine en pensant que c'est en protégeant les femmes de cette façon-là. Raison pour laquelle aujourd'hui, j'appelle même les musulmans à dire mais regardez ce qui est en train de se passer dans les sociétés majoritairement musulmanes, sans exception. Partout où les femmes atteignent à l'éducation. Ici en Occident, où les femmes atteignent à l'éducation, c'est elles aujourd'hui qui sont plus les garantes de la spiritualité que les hommes qui sont souvent les garants de la limite. Et c'était elle qui était sur le place Tahrir et c'était elle qui était en Tunisie. Pas seulement. Aux premières lignes. Il y avait quelques hommes quand même. Vous devez être un très bon prof. En même temps, avec les burkas, on ne sait pas si c'est des hommes ou des femmes dessus. Enfin. Bon, mesdames, messieurs, s'il vous plaît, un petit peu de sérieux. Voilà, l'heure est grave. Pourquoi ? Parce que les gardes-frontières recrutent. Votre but, lutter contre la contrebande et la criminalité transfrontalière. Défendre les intérêts de notre pays, en Suisse et à l'étranger. Deviens garde-frontière. Alors, il recrute peut-être pour faire plaisir aux amis d'Oscar Freisinger, lui-même un de vos amis intimes d'ailleurs, Tariq Ramadan, pour arrêter les hordes de Rome, les Syriens ou autres réfugiés qui se prestent à nos portes. Les gardes-frontières, quoi qu'il en soit, recrutent. Alors, comment se passe le recrutement de ces troupes d'élite ? Partons tout de suite en visiter les dessous. Aurélie Candeau, vous avez assisté à une séance de recrutement. Morceau choisi. Votre prénom ? Fela. Votre nom ? Germanier. Fellation. Fellation. C'est pas très valaisant, hein ? Vous êtes musulmane ? Non, madame. Mon père est femme de ménage, ma mère est diplomate, et puis moi, je suis rien du tout. Intéressant. Fela Germanier. Je vais vous poser quelques questions, afin de savoir si vous avez toutes les aptitudes nécessaires afin d'intégrer un poste à haute responsabilité, celui de garde-frontière. Allez, c'est parti, mon kiki.
Tout d'abord, nous allons exercer le geste indispensable à tout douanier qui se respecte. T'as pas le geste, t'as pas le profil. Il s'agit d'un mouvement de tête exigeant souplesse et élégance, qui trouve sa source à droite et qui exulte à gauche. Si possible, il doit être accompagné d'un léger bruissement, hey, pour signifier à l'automobiliste que nous lui accordons toute notre confiance et qu'il peut aisément entrer dans notre belle patrie, ou préférable, en sortir. Allez, fais-la, fais-le. Et bravo, fais-la. Cette étape est franchie avec aisance. Je vous cache pas que c'est très très dur d'opiner du chef Fella. Maintenant, une étape tout aussi ardue est la phrase qui est à tout douanier ce qu'est la barbe à tout molla. Fella. J'avais quelque chose à déclarer? Bien. Vous avez déjà suivi un stage ou quoi? Non. Bon, allez, exercice pratique. Vous êtes en poste à la douane de Bardonnay, un lundi 15 à 8h41. Une femme avec un de ses grillages sur la tête passe ostensiblement devant vous dans une Mercedes-Benz de couleur bordeaux immatriculée dans le canton de Zoug avec une vignette autoroutière estampillée 1981. Vous l'arrêtez. Petit A. Elle vous dit de se rendre à une fête costumée au Macumba de Saint-Julien-Genevois. Vous lui faites remarquer qu'il est tout à fait probable qu'elle soit un petit poil en avance pour se déhancher sur la piste de danse, surtout avec son grillage. Petit B, il s'agit de Casper le fantôme. Vous la laissez passer. Okay. Petit C, vous ne faites rien du tout parce que 8h41, c'est l'heure du café croissant au réfectoire. À 8h41? Oui, fais-la. Eh bien, madame, à 8h41, c'est l'heure de la pause, mais bon, je penserai tout de même pour Casper. Je pense pour Casper. Fais-la. Bravo. Tout le monde sait qu'un fantôme, c'est insaisissable, que le grillage est infranchissable et que du coup, ça ne sert à rien d'être là. À première vue, vous avez toutes les aptitudes requises. Vous êtes faite pour ce métier fabuleux qu'est garde-frontière. Fais-la, à vous les saisies records de côtelettes à morteau, la décharge d'adrénaline pour contrôler les frontaliers à Bardonnay, le frisson de la fouille au corps des retraités de Boncourt. Lutter contre l'importation illégale de yaourt, la contrebande de serviettes hygiéniques. Sauve ton pays. Deviens garde-frontière. Ça fait envie, hein. Ça fait Oui. envie. Oui. J'ai beaucoup apprécié. Alarme, chef. On a trouvé la nouvelle Kate Moss. Ah bon? Oui, elle a été révélée cette semaine sur les podiums parisiens. C'est une mannequin qui s'appelle Holly Mae Sacker et c'est la coqueluche des photographes. C'est vraiment une jolie fille d'ailleurs. Et interviewée récemment sur ses secrets de beauté, la top modèle aurait répondu... Ah, c'est élégant. Ça, bravo, Rollman. Vous avez quelque chose d'un peu plus intelligent? Je sais pas, une actualité culturelle? Oui, Bastian Baker a sorti son nouvel album hier. Il contient de nombreuses chansons au titre fascinant comme Earrings on a Table, qui signifie en français des boucles d'oreilles sur une table, mais également de véritables pépites littéraires comme ces vers tirés de la 8e chanson du disque, New Year's Day was never much fun for me, qu'on pourrait traduire par « J'ai jamais trouvé Nouvel An très marrant ». Waouh, on dirait du Jacques Brel. Et encore, ça perd beaucoup à la traduction. D'ailleurs, questionné sur son processus créatif et d'où lui venait l'inspiration pour la composition de ses textes, le chanteur aurait répondu Ah, oui, tout s'éclaire. Et encore bon appétit. Oui, vraiment. Dimanche passé, 75% des Suisses ont vociféré leur désaccord à l'abolition de l'obligation de servir et réitéré leur soutien à l'armée suisse et son alternative, le service civil. Donc, mais l'obligation de servir, ça concerne aussi la protection civile, dont on parle beaucoup moins. Oui, c'est normal parce que personne ne sait vraiment ce que c'est, puis ceux qui savent, ils n'ont pas du tout envie d'en parler. C'est moi la seule fois que... C'est pas moi qui dis ça d'ailleurs. Non, mais dites-le, vous le dites bien. Oui, là. je le dis bien, ça. C'est vraiment bien. Allez-y. Alors moi, je suis un peu comme vous. Oui. La seule fois que je les vois, c'est dans les grands festivals. Et ils sont dans les parkings en train de te montrer les places vides, au cas où tu les avais pas vus. D'ailleurs, je crois que PC, ça veut pas dire protection civile, ça veut dire parking pour les cons. Eh bien, pour notre plus grand bonheur et pour son plus grand malheur, Wiesel, et c'est vrai, est incorporé dans la protection civile. Et il était appelé sous les drapeaux cette semaine. Il en a profité pour inviter son chef de compagnie à venir nous présenter la protection civile. On accueille le capitaine Bonnard.
Personne qui a mis le lutrin. Non. Bah, protection civile, mon gars. Débrouille-toi. Messieurs, dames, bonjour. J'aimerais commencer par remercier chaleureusement la radio-télévision suisse pour nous accueillir, El Soda Wiesel qui m'a invitationné, et puis aussi ainsi que également les responsables logistiques qui ont préparativé la subsistance de ce matin. J'ai moi-même consommé un croissant, un café, un verre de jus d'orange, et les 2 objectifs ont été atteignés, c'est-à-dire qu'en définitive, 1, il y a que je suis rassasié, et 2, c'est que j'ai pas taché mon uniforme. Justement, alors pour les auditeurs, est-ce que vous pourriez nous décrire cet uniforme? Mais tout à fait, mademoiselle Durand-Valade, suffisait de demander. Alors pour commencer, on a les bottes KS dans lesquelles viennent s'enfiler les pantalons olive. Après, on a la ceinture olive également et la veste olive et orange. Et on a la casquette ou alors, suivant la mission, le casque orange. Je suis un peu jalouse pour les auditeurs qui n'ont pas l'image. C'est extrêmement moche. J'en ai les yeux qui brûlent. Oui, ben c'est un uniforme pratique. Hein. Je veux dire, c'est fait exprès que c'est pas tout à fait le summum du sommet de l'esthétif. Je veux dire, comme ça, nos soldats, ils perdent pas de temps à draguer des minettes. C'est scientifiquement impossible de séduire une femme avec l'uniforme de la PC. Bon, le seul problème, c'est que ça attire les guêpes. Il y en a qui ont eu des accidents avec ça, mais bon. Comment on dit, on peut pas avoir le beurre et le beurre fondu, hein, comme on dit. Oui, on dit ça, oui. Mais bon, au-delà de l'uniforme contraceptif, qu'est-ce que la protection civile, au juste? Ben, la protection civile fait partie du système coordonné de la protection de la population et vise à accomplir des missions d'appui, d'assistance et de protection avec l'aide des partenaires. Oui, donc d'accord. Mais enfin, en des termes compréhensibles, ça sert à quoi? Eh ben, la protection civile fait partie du système coordonné de la... D'accord. Et qui compose l'APC, alors? Eh ben, des jeunes hommes qui ont été déclarés inaptitudés et pas adaptionnés à l'armée. Bon, déjà, je tiens à corriger tous les tracteurs qui disent que la PC rassemble tous ceux qui ont fait preuve d'ingéniosisme et de rusté au recrutement, en prétextant je ne sais quelle excuse ou fabricatude de leur imaginativité pour pas faire l'armée, hein. C'est faux. À la PC, il n'y a pas seulement des gens qui n'ont pas voulu faire l'armée. Hein. Parmi mes collègues gradés, il y a plein de gens qui n'ont pas pu faire l'armée. Pour des raisons psychologiques, physiques, intellectuelles ou grammaticales. Je tiens également, en même temps, et ensuite, à répondre à ceux qui disent qu'à la protection civile, c'est des glandeurs. Et ma réponse s'articulise en 3 points. Numéro 1, c'est pas vrai. Numéro 2, je suis pas d'accord. Et numéro 3, se référer aux points 1 et 2 ci-dessus. Bon, alors, par exemple, vous avez fait quoi cette semaine? Les cours de répétition de cette semaine, c'était pour les soldats de suivi de situation. On a effectué des formations, des exercices et des refreshs sur différents technismes qui permettent de suivre une situation en cas de catastrophe, comme un incendie, une inondation, une pénurie de vin blanc dans le réfrigérateur de la salle des officiers. Ah, ouais. Et c'est quoi ces techniques? 1. Tenue de carte, à l'endroit si possible, hein, parce que sinon on va chercher midi ailleurs si j'y suis, comme on dit. Hein. 2. Communication radio, mais pas radio comme vous ici. Hein. Vous écoutez la première, bonjour, bon appétit. Hein. Mais radio dans le sens contrôle pour équipe 1, répondez, vous m'entendez, vérification de 1, vous répondez, c'est Capitaine Bonheur. Et 3. Pose de ligne téléphonique. Parce que, s'il y a des pirates du terrorisme qui attaquent de façon électronique le système des communications, il n'y a rien de tel que des téléphones de campagne et des kilomètres de câbles. Parce que c'est imperméant aux attaques, ça. Bon, enfin, sauf s'ils ont une paire de ciseaux pour couper le câble. Mais bon, c'est pour ça qu'on confisque les ciseaux aux terroristes dans les avions. Hein. Vous voyez, pas folle la grimace du vieux singe, comme on dit. Hein. Ah, pas de panique, messieurs, dames, pas de panique, messieurs, dames. Alors, pas de panique, c'est juste le lieutenant Razono qui m'appelle pour la partie de chibre qui va commencer. Alors oui, on utilise l'alarme de la ville, parce que moi je comprends rien, c'est GSM, MMS, hein, moi c'est trop complicatif. Bon, moi je fais là, parce qu'on peut pas jouer au chibre à 3, comme on dit, hein, le carrosse à 3 roues, n'abasse pas mousse, comme on dit. Hein. Allez, à plus. Mais bien, il est bien ce Bonnard, hein. Ouais, on comprend Il est bien. Bonnard. Il est Bonnard, ce Bonnard. Vous avez fait l'armée, Tariq Ramadan? Non, j'ai Décidément. fait la protection civile. Ah oui, pas d'armée en camp américain en Afghanistan, pas en Arabie Saoudite, dans un camp secret. Non, mais j'ai été moi-même surpris parce que je suis intolérant au lactose et ça a suffi pour me dire que j'étais inapte. Il en Jamais faut- entendu. Il en faut peu quand même. Alors, des excuses à la con, on peut pas faire ça, j'ai jamais entendu. Non, mais Alors, je suis intolérant au moyen. lactose. C'est notre premier point commun, monsieur Ramadan. Je suis très contente. Comme quoi, il y a des gens qui font des grandes choses avec des handicaps comme ça. Bah, vous ne ferez pas l'armée Ça non donne plus, espoir, Rolman. voilà. Vous faites l'agent, ça suffira. Tout récemment, Tariq Ramadan, l'islam radical, l'islam terroriste, a à nouveau fait parler de lui à Nairobi. On ne va pas énumérer les attaques de ce type, de plus ou moins grande envergure. Que veulent ces gens qui se réclament alternativement de divers courants islamistes? Bunion nous en a cité quelques-uns tout à l'heure. Il y en a énormément. Mais enfin, que veulent-ils? Que veulent-ils? Bah écoutez, ça devient le message devient de moins en moins clair. Je veux dire, on a su toute la montée de Al-Qaïda avec ce qui s'est passé en 2001, puis ensuite il y a aujourd'hui, ça s'est complètement
ça a complètement implosé. On a plein de mouvements, des cellules, on ne sait pas très bien qui sont ces jeunes et comment est-ce qu'ils fonctionnent. Et puis, il y a plus spécifiquement, lié à certains pays, des demandes qui sont... alors, ça a pu être le fait de faire sortir les étrangers, ensuite d'appliquer une version extrêmement fermée de leur compréhension de la charia. Mais au fond, si vous écoutez effectivement le propos, on ne sait pas très très bien ce qu'ils veulent d'autre que simplement se confronter à l'Occident dominant et à imposer une lecture ou une référence musulmane dont en fait la majorité des musulmans ne se reconnaissent pas. C'est ça aussi qu'il faut dire. Ce n'est pas parce que ces interventions sur la scène internationale sont très médiatiques et très visibles qu'ils représentent quoi que ce soit parmi les musulmans. Ça reste totalement marginal. On ne comprend plus, parce qu'au début, quand il y a des révolutions, c'est les gentils, les révolutionnaires. Puis après une année, hop, ça devient les méchants parce qu'ils reprennent le pouvoir. Et alors, on se croirait en Amérique centrale dans les années 80. Alors, simplement une chose, il faut faire la différence entre ceux dont on parlait. Moi, je fais la différence entre ceux dont on parlait aujourd'hui, c'est-à-dire juste à l'instant sur les radicaux et les violents, ceux de Nairobi, ceux qui sont dans la violence et qui tuent, et puis d'autres mouvements islamistes avec lesquels vous pouvez être ou ne pas être d'accord. Moi, j'ai fait la critique, en l'occurrence, vous avez rappelé ma filiation, mais j'ai fait la critique. Nairobi, c'était ceux du Mali au départ, un peu. Non, alors ça, justement, on ne sait pas. On a des liens, on parle en réseau, mais ceux du Mali, comme ceux d'Afghanistan au départ, on ne sait pas très bien. D'abord, comment est-ce qu'ils se forment et comment est-ce qu'ils s'installent dans les régions. La question par rapport à ce qui a pu se passer en Tunisie et en Égypte, c'est encore une autre question sur qui gagne des élections. Et moi, ma position, c'est d'être critique par rapport à ceux qui peuvent la gagner, mais de dire qu'un processus démocratique doit aller jusqu'au bout et qu'on doit s'opposer à tout coup d'État. Et ce qui est en train de se passer en Égypte aujourd'hui avec les arrestations n'est pas acceptable pour moi, tout en étant critique par rapport à ceux qui ont gagné les élections, et je l'ai dit et répété, et d'ailleurs écrit. Mais alors, ça ne serait pas noir ou blanc? C'est jamais noir ou blanc, et puis en l'occurrence, il faut aussi, malheureusement, qu'on aille encore plus loin. La critique des violents, la critique de ceux qui tuent les innocents, il faut la faire sans compromis, et en l'occurrence sans sélection. C'est-à-dire que toute personne qui s'en prend à des innocents, que ce soit un État, comme on a pu le faire par rapport à la Syrie, mais moi je l'ai fait personnellement par rapport à Israël, je l'ai fait par rapport aux pays africains, tous ces dictateurs et toutes ces politiques qui tuent des civils, il faut les critiquer. Maintenant, il faut qu'on aille aussi plus loin par rapport à nous, parce que nous ne sommes pas clairs. Je vous prends 2 exemples très rapidement. On parle par exemple de la question d'interdire les foulards et tout ceci. Et on sait très bien une chose, c'est qu'on va avoir un énorme problème en Suisse, comme ils l'ont en France. Avec les scouts. C'est-à-dire que quand, mais vous l'avez même dit, quand il s'agit des femmes, des princes, on va se taire. Pourquoi ? Parce qu'ils ont l'argent. Donc on se tait. En France, sur les Champs-Élysées, on n'a arrêté aucune femme qui porte le niqab. On les arrête dans les banlieues. Pourquoi ? Parce que c'est là, elles ne sont pas dangereuses pour notre porte-monnaie. L'autre chose, c'est que nos relations internationales font qu'à des moments donnés, on a eu des alliances très claires avec des groupes qui n'étaient pas du tout des groupes qui étaient pro-démocratiques ou des groupes qui sont... Je veux dire, les talibans, dans un premier temps en Afghanistan, ils sont soutenus par les États-Unis. Alors, il faut qu'on fasse la critique, mais il faut qu'on fasse notre propre autocritique. On ne peut pas se gausser de grands principes et puis économiquement traiter avec les pires. Non, la Suisse ne fait pas d'alliance, elle vend juste les armes. C'est pas pareil. C'est pour ça qu'elle est très gentille et neutre, oui. D'accord, oui. Vous parliez de l'Égypte. Dans votre livre, c'est l'un des propos de votre livre, l'islam et le réveil arabe, 2011. Entre-temps, d'autres sont parus, je suppose. Mais voilà, c'est la révolution. Enfin, ce que vous appelez des soulèvements d'ailleurs en Tunisie, Algérie. Bon, la Syrie est un autre problème. L'Égypte, c'est pas un autre problème, mais c'est la continuation d'un problème difficile. Les violences en Égypte, le coup d'arrêt pour les frères musulmans, les retournements tunisiens, la Syrie, l'Irak, ce ne sont pas autant de symptômes d'un réel affaiblissement d'une volonté de l'islam politique. Et c'est RFI qui posait très bien la question, qui demandait: l'islam politique est-il soluble dans la modernité ? Les frères musulmans n'ont pas apporté la réponse, bien au contraire. Alors écoutez, moi j'ai même écrit sur la question de l'islam politique en disant qu'il fallait aller au-delà, qu'il y avait des vraies questions de fond. Je pense qu'effectivement, il y a une vraie crise. Maintenant, est-ce que ça veut dire que la crise interne veut dire qu'il n'est pas de popularité ? Ça, malheureusement, je crois que c'est plus un vœu qu'une réalité. Il y a une année,
ils ont gagné les élections. Excusez-moi, je suis désolée. Alarme. Oui, pardon, oui. Un sondage récent a démontré que les internautes se méfiaient des avis de consommateurs en ligne. Ah, voilà. Et donc ? Mais moi, ça m'embête, parce que je ne sais pas trop qui croire. Parce que vu qu'à la base, moi, je me méfie un peu de l'avis des gens en ligne, comme là, j'ai lu ça sur Internet, et que c'était l'avis de gens qui eux-mêmes allaient sur Internet, du coup, je me dis, je ne sais pas si ça me met trop à l'aise de me fier à l'avis de ces gens qui eux-mêmes se méfient des avis d'autres internautes, mais en même temps, comme ça rejoint un peu ce que je pense à la base. Oui, c'est bon, en fait, on a compris. Donc, pour nous aider à trancher, moi, je pensais qu'on pourrait demander aux gens qui nous écoutent sur Internet de nous envoyer leurs avis sur la question. Et en même temps, je suis pas trop sûre de vouloir prendre en compte des avis d'internautes parce que je me méfie. Internet et les soulèvements, hein. Vous êtes évidemment un ardent défenseur des valeurs... on en était aux frères musulmans. Oui, pardonnez-moi, on vous a coupé. Non, oui, ce que je voulais dire, ils ont gagné les élections. Démocratiquement. Ils ont gagné les élections démocratiquement. Ils ont fait énormément d'erreurs dans l'exercice du pouvoir. Ils sont incompétents politiquement. Non, mais encore une fois, incompétent après une année, quand vous venez de sortir d'un processus de soulèvement, je veux dire, qui serait compétent ? Je veux dire, est-ce que vous partez du principe immédiatement que le président français à 23% de sondage à l'heure actuelle, après une année, est incompétent ? Vous diriez pas, faites descendre l'armée. Il est juste normal. Et c'est un président normal. Je pense que de ce point de vue-là, il faut que nous soyons clairs avec nos principes. Moi, j'ai été très critique, comme je le suis d'ailleurs sur un certain nombre de ces mouvements partout dans le monde, mais quand des peuples les votent et les font parvenir au pouvoir, attendons qu'ils montrent leur incompétence sur les 4 ans, plutôt que de dire après une année, sortez et puis faites descendre l'armée. Parce que la vraie question, elle n'est pas celle-ci. La vraie question, elle est, est-ce qu'on peut avoir une démocratie avec une armée qui tient 30% de l'économie et qui, aujourd'hui, a mis 2000 personnes en prison et pratique la torture et pratique l'exécution sommaire. Il faudrait quand même que nous ayons quelque chose à dire là-dessus. Qu'on dise, en Égypte, on peut ne pas être d'accord avec les islamistes, mais on doit être d'accord avec les principes démocratiques. On ne peut pas admettre qu'il y ait 2000 personnes qui n'ont tué personne, qui étaient dans les rues et puis qui se retrouvent en prison. Donc voilà, encore une fois, c'est une question de cohérence. Oui, pour aller au-delà de ce débat-là, est-ce qu'il ne faudrait pas que la religion aujourd'hui, quelle qu'elle soit, soit évacuée de la sphère publique, politique, économique, sociale et rejoigne la sphère du privé, de l'intime ? Il y a les églises, il y a des temples, il y a des mosquées, il y a des synagogues, elles sont là à disposition des fidèles, des croyants. Pour le reste, ça ne regarde finalement personne. Moi, je pose cette question dans le livre que vous avez cité en disant qu'il faut qu'on soit beaucoup plus clair sur la notion de l'état civil. Mais même si aujourd'hui vous dites la solution elle est celle-ci, pour les sociétés majoritairement musulmanes, on n'y arrivera pas dans une expression d'une hypothèse qui doit être celle qui va nous permettre la démocratisation, mais plutôt dans l'exercice du pouvoir des gens. Mais tous les musulmans sont croyants ? Pardon ? Tous les musulmans sont croyants ? Non, tous les musulmans ne sont pas croyants, tous les musulmans ne sont pas pratiquants. Mais ce que je veux vous dire par là, en Turquie, il y a 12 ans, on disait ils vont impliquer la charia, ça va être terrible. Après 12 ans, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont évolué et ils pratiquent une société qui est plus ouverte. Comment voulez-vous que les gens s'ouvrent sur les principes démocratiques ? C'est par l'exercice de la politique, c'est pas en les mettant en prison. Donc encore une fois, ce que vous dites, la distinction des autorités, j'ai aucun problème avec ça en tant que musulman. Et je pense qu'il faut que nous y arrivions de façon extrêmement claire. Mais ça n'arrivera que par un processus historique, pas par des décisions qui se prennent soit à Washington, soit à Londres. L'islam qui fait peur parfois, mais qui ne fait pas peur à tout le monde, bien au contraire, certains y trouvent même leur intérêt et leur bonheur. Bugnon, grâce à une formidable idée. Oui, la bonne idée de l'année, on peut même le dire, c'est Yves Nideguer qui l'a eu. Comment n'y avait-on pas pensé plus tôt, envoyer les retraités genevois et les requérants au Maroc, dans une enclave suisse, tout exprès faite pour, c'est vrai quoi. Il fait beau, les loyers sont pas chers, les salaires du personnel, quand ils font donner, sont dérisoires. Non, vraiment, c'est du gagnant-gagnant. Bon, tant qu'à faire, on aurait aussi pu mettre les prisonniers et autres parasites, genre les mendiants, roms, les artistes, chômeurs, les institutrices célibataires dans la cinquantaine. Ah ben non, les institutrices célibataires, ils sont déjà au Maroc. Bref. J'ai fait mon enquête et le projet est bien plus avancé qu'on ne le pense, dans une portion du désert marocain, sur la côte atlantique. Écoutez cet enregistrement réalisé grâce au piratage du sonotone d'un retraité genevois.
Oui. Alors là, vous voyez, ça c'est le lotissement, ici avec la piscine commune. Et là, vous pressez là. Oh, d'ivoire. Ils ont mis un jet d'eau. Oui, tout à fait comme à Genève. Ça vous rappelle Genève, hein? Ouais, bon, il est petit, mais ça rappelle la maison. Ouais, en même temps, les retraités, vous êtes habitués à avoir des petits jets avec la prostate. Bon, bref, vous avez la vue donc sur la mer d'un côté et sur la montagne de l'autre. C'est joli. C'est beau la mer, hein, mais on voit quoi là-bas à l'horizon? À l'horizon dans la mer là-bas, c'est l'Allemagne. Quoi? L'Allemagne au milieu de l'Atlantique? Oui, enfin, c'est une enclave allemande, là où l'Allemagne, elle envoie ses retraités aussi. Ah, ils font ça aussi? Oui, c'est une idée de M. Heidegger qui est beaucoup plus aux Allemands. Vous savez, l'idée de parquer les gens comme ça leur plaît beaucoup aux Allemands. Et ça s'appelle comment, cette enclave allemande? Les Canaries. Ah, ouais. Puis alors, derrière la montagne, enfin la dune, on dira. Oui, c'est une petite montagne, on peut dire c'est une petite montagne. Alors, bientôt, on va mettre un poster qui va arriver. On va coller dessus l'image du Salève. Oh, c'est parfait, hein. Tout a été fait pour qu'on se sente chez nous, hein. Oui, vous êtes chez vous ici, hein. Comme à Genève. C'est win-win, hein. Je disais, il y a aussi un aéroport tout près. Non, ça c'est des haut-parleurs là, qui émettent ce bruit toutes les 5 minutes pour que vous ne soyez pas dépaysés. Hein. Vous venez de Mérin ou de Lancy, c'est terrible. C'est tip-top, dis donc. Hein. Je regrette pas de m'être fait déplacer. Hein. Enfin, j'avais pas tellement le choix. Hein. Là, j'ai la complémentaire. Alors, depuis que Heidegger est au Conseil d'État, tous les vieux qui ont la complémentaire, c'est hop, au Maroc. Mais hein. oui, c'est win-win. Hein. Tiens. Je vais vous montrer, là, il y a quelques autres retraités qui sont là depuis quelques jours déjà. Ils font quoi, ces zigs? De la gym? Oui, si on veut, c'est un genre de gym pour les retraités. Oui. Moi qui ai mal au dos... vous n'aurez plus jamais mal au dos ici. Vous voyez, 5 fois par jour, il y a le moniteur de gym tonique qui vous appelle. Donc là, vous vous mettez à genoux pour faire un petit peu de gymnastique. C'est une tradition marocaine, win-win. De toute façon, c'est obligatoire, c'est le roi qui veut. Voilà. Alors, je suis content. Ici, je vous présente la nouvelle maison. Dis donc, mais cette villa au bord de mer, ça va me changer de mon studio au Lignon. Hein. C'est super, tes école, hein, c'est tout neuf. Je peux avoir les clés? Non, il n'y a pas besoin. Ici, on n'a pas mis de serrure aux portes, vous savez. Il n'y a pas des voleurs ici au Maroc, il n'y en a pas. Ah bon? Ça alors? Non, ça fait longtemps, on les a tous envoyés à Genève, vous savez. C'est win-win. Hein. Alors, on va aller derrière la maison maintenant. De Dieu, je me suis fait secouer. Oui, il ne faut pas toucher, c'est la barrière électrique. Ça, c'est... alors là, cette barrière, c'est la fin de l'enclave. On peut sortir marcher dans le désert un peu. Là. Non, il ne faut pas sortir, sinon c'est dangereux. Ah, le désert Non, le désert, c'est pas dangereux normalement, mais là, oui, c'est un arrangement que le canton de Genève il a fait avec le canton du Valais. Quoi, il y a des retraités valaisans aussi? Non, ils sont pas transportables, c'est là trop compliqué. Non, c'est pas les retraités. Disons que pour les retraités genevois qui pour corriger, ils n'ont pas envie de partir, n'est-ce pas? Tout autour de l'enclave, derrière les barrières, on a décidé d'accueillir les loups valaisans. Ah ouais, c'est du win-win. Oui. Merci Bugnon. Alors, comme vous le savez, le Qatar est en train de construire les stades pour le mondial 2022, mondial de foot. Et Sepp Blatter est allé voir un peu ce qui se passait, voir s'il faisait pas trop chaud quand même. Il fait chaud puisque plusieurs centaines d'ouvriers asiatiques sont morts d'épuisement ou de déshydratation dans l'indifférence la plus totale. Nicolas O, chanson. D'accord. Ouais. Quand chez moi, un jour, on m'a dit qu'il y avait du boulot. Par là-bas, chez les Qataris, ils font des travaux. Ils ont pour la Coupe du Monde un besoin impérieux à ce qu'on raconte avant 2022. De nouveaux stades. Partout fleurissent les chantiers, prolifèrent les grues et tous les ouvriers seront les bienvenus. Fini le chômage, sans hésitation, je suis parti, j'ai pris un cargo. Et puis je suis arrivé ici, mon Dieu, il fait chaud. Hydratez-moi, j'ai besoin d'un verre. Hydratez-moi, donnez-moi une bouteille. Moi j'espère que cet hiver, il y aura un peu moins de soleil. 3 semaines maintenant que je cours avec les copains. Mais je joue pas au foot moi, tous les jours je construis des gradins.
C'est une véritable psychose, on est en train de griller, on n'a jamais de pause, et c'est toujours l'été. Dans ce désert, ma peau brûlée, j'ai les bras plus durs que des cailloux. Je le sens bien, je me noie tout à peu dans ce trou de poussière pour dormir quelques heures jusqu'au matin comme seul réconfort. Une paillasse et un vieux bout de pain au fond d'un corridor. Hydratez-moi, j'ai besoin d'un verre. Hydratez-moi, donnez-moi une bouteille. Moi j'espère que cet hiver il y aura un peu moins de soleil. On m'avait garanti du travail et j'en ai eu. Mais le salaire promis par ces canailles, je l'ai jamais vu. L'émir a promis à Blatter des terrains merveilleux qui sortiraient de terre pour que les semi-dieux jouent à la balle. Pour que ces millionnaires en short puissent se parader, ils vont pas de main morte, je suis en train d'ériger ma pierre tombale. J'aimerais fuir avant de crever, mais ils ont mon passeport. C'est vrai que je ne suis qu'un niakoué, peu importe mon sort. Hydratez-moi, j'ai besoin d'un verre. Hydratez-moi, donnez-moi une bouteille. Moi j'espère que cet hiver il y aura un peu moins de soleil. Hydratez-moi, j'ai besoin d'un verre. Hydratez-moi, donnez-moi une bouteille. Moi j'espère que cet hiver il y aura un peu moins de soleil. La 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 la. Poignant témoignage, merci Nicolas O. C'est la fin de la première heure de l'agence. On se retrouve avec notre prisonnier, car vous êtes prisonnier. L'heure avec la foire du Valais, du 27 septembre au 6 octobre à Martigny. Vous écoutez la première. Il est midi, voici les informations. RTS Info, Caroline Raymond. C'est un geste fou, c'est ainsi que le président du Conseil italien Enrico Letta a qualifié la démission des ministres membres du parti de Silvio Berlusconi de la coalition gouvernementale. Cette expression est reprise par tous les grands titres italiens aujourd'hui. Les éditorialistes n'ont pas trouvé d'excuses au Cavaliere qui plonge le pays dans une nouvelle crise politique. La question est désormais de savoir si Enrico Letta peut encore disposer d'une majorité ou si l'Italie va devoir une fois de plus retourner aux urnes. L'analyse du sénateur italien Claudio Micheloni, membre du Parti démocrate à gauche de l'échiquier politique italien. Je pense que tout ce chantage, toutes ces menaces, ces démissions en bloc de tous les parlementaires du PDL est simplement une façade pour cacher une fracture profonde dans leur parti. Et moi je pense que M. Letta va amener cette crise au Parlement et je ne serais pas du tout surpris qu'une fracture dans le PDL donne naissance à une majorité qui serait très importante pour le pays. Sinon, si on doit aller voter dans ces conditions avec la loi électorale actuelle, ce sera probablement la secte de M. Grillo qui risque de gagner les élections et à ce moment-là, je ne sais pas ce qui pourrait advenir de notre pays. Claudio Micheloni interrogé par Marc Decret. Le dirigeant du parti néo-nazi grec Aube Dorée et les 4 députés arrêtés hier à Athènes seront présentés mardi au juge d'instruction chargé de se prononcer sur leur éventuelle inculpation. D'ici là, les cadres du parti restent en détention. Tous sont poursuivis pour participation à une organisation criminelle. Poursuite engagée 10 jours après le meurtre d'un rappeur antifasciste par un membre actif d'Aube Dorée. L'aviation syrienne a mené ce matin un raid contre un lycée technique à Raqqa, au nord de la Syrie. Au moins 12 personnes ont été tuées, en majorité des lycéens, annonce l'Observatoire syrien des droits de l'homme. La ville de Raqqa est contrôlée depuis le mois de mars par les rebelles djihadistes. Elle est régulièrement soumise à des bombardements de l'aviation du régime de Bachar al-Assad. Par ailleurs, les experts de l'ONU sur les armes chimiques ont repris leur enquête ce matin près de Damas. Le salaire minimum passera de 3 800 à 4 000 francs dans tous les magasins Lidl en Suisse à partir du mois de décembre. Le discounter allemand l'annonce ce matin dans un communiqué commun aux représentants du personnel. Il s'agira du salaire minimum le plus élevé dans une convention collective de travail et du commerce de détail suisse. L'accord salarial réussi avec Lidl démontre que le versement de salaire correct dans la branche est possible, se réjouit le syndicat SINA.
Pour sa 40e édition, le marathon de Berlin s'offre un record du monde. Le Kenyan Wilson Kipsang a établi une nouvelle marque mondiale en 2h 3 minutes 23 secondes, soit 15 secondes de moins que l'ancien record de son compatriote Patrick Mako, établi en 2011 déjà dans la capitale allemande. Et la Suisse a fêté le doublé dans la catégorie fauteuil roulant. Heinz Frey a remporté pour la 20e fois le marathon de Berlin en devançant au sprint Marcel Hug. Elle est âgée de 51 ans, elle est veuve et mère de 2 enfants. Elle, c'est Bridget Jones. La romancière britannique Helen Fielding va sortir le 10 octobre le 3e volet des aventures de la célèbre londonienne. Selon des extraits publiés par le Sunday Times du jour, Bridget Jones va se plonger dans les réseaux sociaux à la recherche d'une nouvelle âme sœur. Éric Faucher, lui, recherche le soleil. Le temps de l'après-midi restera nuageux sur nos régions avec toujours un risque d'averse plus marqué au sud du pays. Plus au nord, on peut espérer quelques trouées de soleil et un risque d'averse plus faible. Idem sur le Valais qui profitera d'éclaircies par effet de feune. Maxima prévu 18 à 20 degrés, 0 à 3200 mètres. Demain, ciel encore nuageux avec des averses intermittentes pour la journée. Sur le nord du plateau et la Joie, le temps deviendra progressivement sec et des éclaircies seront possibles. 14 à 16 degrés à l'aube et près de 18 à 20 l'après-midi. Mardi, lente amélioration en plaine. La météo avec Tête de Moine AOP et le concours suisse de produits du terroir ce week-end à Delémont. Infotrafic RTS. Sur la route principale entre Vuadens et Vauxrue, des travaux de nettoyage de la chaussée suite à un déversement d'huile provoquent des ralentissements. Sur l'axe Chiasso-Lucerne, on compte 2 km de bouchons entre Stalvedro et le portail sud du tunnel du Gothard en direction de Lucerne. Vrai ou faux ? Quelle valeur donner aux chiffres et aux déclarations des personnalités qui font l'actualité quotidienne ? Chaque matin, Loïs Siguen-Lopez et Séverine Ambrus vérifient, valident et enrichissent une information tirée de l'actualité. Factuel, c'est du lundi au jeudi à 7h26 dans le journal du matin sur La Première et à tout moment sur rtsinfo.ch. Nous sommes partout. Nous écoutons tout. Nous influons sur tout. Nous sommes l'agence. Et nous voici de retour au sein de l'agence, toujours en direct et en public du Studio 15 et Mais toujours c'est en ambiance. compagnie de notre prisonnier Tariq Ramadan. Et j'ai le regret, Tariq Ramadan, de vous informer que votre libération ne dépendra que de Thomas Wiesel. Aïe. Aïe. En fin d'émission. Vous avez des spectacles, toutes ces choses-là, Aurélie Cando? Oui. Alors, ça se passera les 28 et 29 novembre au Théâtre du Passage à Neuchâtel. Et ça s'appelle Biographie. C'est mes textes à moi, je suis assez fière. Et j'espère que vous allez réserver vos places, vous tous, qui nous écoutez. Mais bien sûr. Enfin, voilà, quoi. Hein. Mais évidemment. Que je sois pas toute seule. Mais hein, non, ce vous ne serait serez dommage. pas toute seule. Sandrine? Alors moi, samedi, parce que j'adore aller voir les copains, je vais aller au Nathanaël Rocha. Il m'a dit, viens au Seychelles, à la vallée de Joux. Puis j'ai compris Seychelles, alors j'ai dit oui. Puis maintenant, je vais y aller. Quand même. Voilà, je vais y aller quand même, je suis engagée. Et je jouerai mon spectacle les 13 et 14 novembre à la Grande Maison à Savièse. Puis vous avez adoré Flutsch, évidemment, sur scène. Flutsch, on fait de la quasi pub. Bugnon. Oui, moi je serai sur scène aussi. Je fais partie de l'ouverture mondiale parce que le 10 et 11 octobre et 12 octobre, il y a le Festival international transfrontalier de Villers-le-Lac en France. Quelle chance! C'est à 20 minutes Si de je la peux, je frontière. sais quand. Et alors le 10, il y a le crochet humour, dans lequel je suis jury. Et le 11 octobre, il y a un match d'improvisation internationale Suisse-France, où je défendrai les couleurs de la Suisse. Si je peux, je vais. Et puis Wiesel? Moi, je joue mercredi à 21h au Lido avec Nathanaël Rocha au Montreux Comedy Club. Et on offre 4 places si vous téléphonez. Et il y a 4 places pour les Seychelles aussi. Pour les Seychelles. J'ai oublié de dire, ouais. Appelez pour les Seychelles. Ah, c'est une production riche. 058 236 67 10. Vous, Tariq Ramadan, vous ne cessez de bouger, de donner des conférences, conférence sur conférence, autour de votre pensée, de l'islam politique, du réveil arabe. C'est un peu toujours la même chose. Oui, c'est un peu toujours la même chose. Oui. L'islam et le réveil arabe est paru en 2011 aux presses du Châtelet. Prochaine conférence ou signature? Laissez-moi deviner sur l'islam.
Oui. Non, j'interviens cet après-midi à Genève et puis ensuite j'ai d'autres interventions, mais bon, il y en a tellement que je serai à Paris, ensuite en France dans d'autres villes, puis ensuite à Londres et je suis aussi beaucoup au Qatar où j'ai un centre et j'étais particulièrement sensible par la chanson, d'abord qui était extrêmement bien interprétée, je vous en félicite. Et je crois que ça pose des vraies questions. Des vraies questions. Parce que bon, vous avez parlé des questions de l'islam. Moi, je suis très, très engagé sur les questions de solidarité, sur les questions des droits humains. Et là, on peut pas aujourd'hui penser à l'organisation d'une Coupe du Monde sans prendre en compte les immigrés, les gens qui travaillent au Qatar, comme d'ailleurs dans toute la région, hein, dans tous les États du Golfe, où on a affaire aujourd'hui à un nouvel esclavage, quelque chose qui est de l'ordre de l'inacceptable et qu'il faut dénoncer fortement. Moi, je suis engagé de l'intérieur, au plus haut niveau, en mettant en évidence avec des spécialistes le fait qu'il faut absolument qu'ils réforment ceci. Les millions qu'ils mettent à faire des stades qui vont être démontés pour acheter des équipes, exactement, puis ensuite envoyer en Afrique. Donc vous n'irez pas avoir de match. Pardon ? Vous n'allez pas avoir les matchs. Si ça se passe et qu'on se tait et qu'on va jusqu'au bout du processus avec des gens qui vont mourir pour construire... Comment vous voulez aller assister à un match ou jouer un match de foot quand vous savez que ceux qui l'ont construit ont pu mourir par centaines alors que le monde s'est tu et que ça se passe là-bas parce qu'il y a l'argent pour nous faire taire encore? Je veux dire, s'il n'y a pas de noblesse dans notre façon de faire du sport... c'est indigne d'aller s'y arrêter et de soutenir finalement un processus qui traite comme des esclaves, des Sri Lankais. Ceux qui ont acheté les billets, ils peuvent les revendre. Hein. Non. Mais à quoi joue le Qatar ? Je dirais le contraire. Je dirais le contraire, que ceux qui ont acheté les billets, comme tous ceux qui nous écoutent maintenant, il faut... Vous savez, moi, je défends vraiment la cohérence. Et que quand on est un citoyen suisse, au lieu de penser qu'on peut rien faire et qu'on n'a rien à dire, on peut aimer le foot. Et moi, je suis de ceux qui aiment le foot, mais... il faut aimer avec les principes de l'amour. Les principes de l'amour, ça veut dire qu'il faut dénoncer, ça veut dire qu'il faut faire entendre sa voix, ça veut dire qu'il faut pas se taire. Il faut que, comme vous l'avez fait, une émission maintenant, vous faites entendre une voix, il y a des citoyens qui doivent pouvoir dire, nous aimons le foot, mais nous voulons respecter la dignité de ceux qui construisent des terrains de foot. Et il faut pas se taire. Ceux qui croient comme citoyens qu'ils peuvent rien faire, ce sont ceux qui laissent faire, ceux qui font le contraire de nos principes. Au bout du compte, il faut qu'on arrête d'être des victimes, il faut qu'on se réveille un peu. Les citoyens comme tous les autres. En Suisse, on peut rien faire. C'est qui le président de la FIFA ? On est embêtés. On est un peu mal pris, Tariq Ramadan. Bon, Sandrine Viglino, vous aussi, vous avez un sacré coup de gueule à pousser cette semaine. Disons qu'après ce qu'on vient d'entendre, on peut dire que c'est un mini coup de gueule pour un mini sujet, parce qu'en fait, c'est les mini-manias. D'ailleurs, t'en es où de ta collection, Thomas ? Ouais, ça va, toujours à parler de mon jeune âge. Va dire ça à Yvette Terrola pour ceux qui ont écouté la semaine passée. Enfin bref, pour les auditeurs qui n'ont pas d'enfants ou qui vont à la COP, les mini-manias, ce sont les produits de la Migros, mais alors attention, en mini. C'est une dinette en fait. Mais alors une dinette de luxe, parce que ça coûte bonbon. Pour chaque achat de tranche de 20 francs, t'as un mini-mania que tu peux même pas choisir. Moi j'ai une boîte de... Ouais, super. Alors vous pouvez aller encore acheter des trucs pour le reste. Mais ça marche du tonnerre, parce que pour vous aider à comprendre ce phénomène, j'ai un témoignage d'une maman sur la ligne de cœur, c'était mercredi, avec le remplaçant de Jean-Marc Richard. Bienvenue à tous et à ligne toutes de cœur. Sur la ligne de cœur. Ce soir, comme chaque soir dans la ligne de cœur, c'est vous qui, de par vos témoignages, allez nous accompagner pendant cette soirée. Car la ligne de cœur, c'est chacun pour tous et tous pour un dans le partage de l'émotion vraie qui vient du cœur, de l'amour, de chacun. Un cœur qui bat dans chaque poitrine de chaque personne en Suisse romande ou même à l'étranger, tout là-bas en Suisse allemande. Alors, si ce soir vous vous sentez seul, au bord de la dépression, que vous avez déjà acheté la corde, mais que vous ne savez pas comment faire un nœud coulant, ou simplement si vous êtes heureux, comme un papillon de nuit qui papillonne la nuit, si vous avez envie de partager, la ligne de cœur vous écoute. D'ailleurs, je crois que nous avons un appel. Madame, monsieur, bonsoir. Bonsoir Jean-Marc. Non, ce n'est pas Jean-Marc ce soir, mais Nicolas. Ouais, je sais, mais j'ai toujours rêvé de dire bonsoir Jean-Marc. Bonsoir Ludmila. Je m'appelle pas Ludmila. Je sais, mais j'ai toujours rêvé de dire bonsoir Ludmila. On vous écoute. Écoutez, moi j'en peux plus.
mais j'en peux plus de ces mini-manias. Ah, ils ont réussi leur coup, la Migros, hein. Mais mes gosses, ils sont complètement addicts. J'ai vu que même Brella, il est tombé dans le piège. Il devient tout mini. Oui, il a encore un peu de marge. Hein. Oh, vous savez, ça commence par là, hein. Ah, ils sont forts à la Migros. Ils vendent bien leurs trucs. Puis c'est écrit sur leur site que si on achète leurs mini-conneries, des histoires passionnantes sur Migros et ses produits légendaires nous attendent au détour de ce voyage palpitant. Je vous dis pas les produits légendaires. Les rösti sous vide, la bouteille d'apro et le liquide vaisselle Handymatic. Il n'y a que Uli Morer pour penser que sa femme fait des voyages palpitants dans sa cuisine avec du Handymatic. Oui, mais c'est quoi exactement ces mini-manias? Alors, il y a 52 produits de la Migros en mini et on doit tous les avoir. Il y a même des mini-cervelas. Bon, en ce qui me concerne, le mini-cervelas, ça suffit, hein, j'ai déjà mon mari. Et je vous parle même pas des jokers. Des jokers? Ouais, des jokers. Alors ça, c'est le sommet du pompon du blues, hein. Écoutez bien, chaque mercredi, il y a le joker, un cadeau surprise. Tu parles d'un cadeau. Ce mercredi, écoutez bien, c'était un porte-clés avec le M de Migros. Et pour l'avoir, il fallait acheter pour 60 balles. Mais franchement, ce M, ça veut pas dire Migros, mais malhonnête. Bon, le problème, c'est que ça plaît aux enfants, non? Bah évidemment, Jean-Marc. Non, moi, c'est Nicolas. Ah oui, Nicolas, pardon. Ah bah comme Nicolas Sarkozy, quoi. Vous voyez, lui aussi, Sarkozy, un mini-président. Et qu'est-ce que... J'ai envie de vous poser une question, là. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux autres mamans qui sont désemparées, comme vous? On est foutus. On peut rien faire. Il y en a partout, ces mini. Regardez, Vavrinka, c'est le mini Federer. Grégory Lojean, mini Freisinger. Philippe Nantermo, mini Lucher. Pioli Morer, mini Blocher. Donc, en résumé, vous êtes contre les mini? Exactement. Enfin, il y a juste une exception. Ah, laquelle? La mini-jupe. Comparée à la burqa, c'est un maxi-progrès. Ça dépend pour qui, hein. Pour moi, la mini-jupe, c'est pas vraiment un progrès. Merci Sandrine Biguino. Chaque dimanche, Christian Denisard et un chroniqueur, vous étiez deux là, choisissent un jeu de société pour nous expliquer le monde tel qu'il va. Et aujourd'hui, Tariq Ramadan, nous reprenons pour vous une séquence diffusée il y a quelques semaines, parce qu'après tout, vous aurez peut-être un commentaire à y ajouter. Le Monopoly palestinien. Tu veux jouer à un jeu? Ouais, c'est quoi? C'est le jeu de loi démocratique du centre. Je connais pas. Pas de problème, je vais t'apprendre. Alors, on prend 2 dés et on joue. Pourquoi 2 dés? Bah parce que ça va plus vite, tiens. C'est pas un peu imprudent d'aller vite? Moi, je lance qu'un dé. 1. Vous êtes un petit parti agrarien stable. Avancez prudemment d'une case. 5. Une aile dure apparaît, doublez vos points et avancez d'autant. 1. 7. Un milliardaire finance vos campagnes, avancez de 10 cases. 1. 8. Vous gagnez des élections, prenez l'échelle du pouvoir et avancez de 5 cases. 1. Une pause s'impose. Passez votre tour 2 fois. Et moi 6. Vous faites passer une initiative, vous sortez victorieux du labyrinthe, avancez de 7 cases. Je passe. 10. Vous êtes le plus grand parti de Suisse, doublez vos points. Je passe. 7. Votre leader entre au Conseil fédéral, vous êtes à une case du paradis. 4. Votre leader est éjecté du Conseil fédéral, descendez l'échelle de 15 marches. 3. Vos leaders sont muselés par des postes dans des exécutifs, passez 5 tours. 1 et 1. 2. Vous ne trouvez pas de candidat valable pour les exécutifs, reculez de 20 cases. 1. Et 1 aussi, vous devez exclure vos élus qui dérapent, vous vous retrouvez bien seul, retour à la case départ. Non, c'est pas vrai. Et 1. Vous êtes un petit parti agrarien stable, avancez prudemment d'une case. Gagnez. C'est bien aussi le jeu de loi UDC. Je ne pense pas que l'UDC ait quelconque intérêt en Palestine. Non, alors il nous cache des choses. Mais c'est fait exprès pour que les gens aillent voir sur le site de l'agence le Monopoly palestinien. Mais oui, vous irez, Tariq Ramadan, regarder le Monopoly palestinien sur le site. rts.ch J'en suis sur la page Facebook. C'est tout le mauvais qui démarre. Mais oui, c'est les ordinateurs qui nous... Alors, oui, qu'est-ce que c'est? Alarme. Oui.
La cigarette électronique pourrait bientôt devenir difficile à se procurer dans toute l'Europe. C'est-à-dire ? Mais il va y avoir un vote au Parlement européen dans 10 jours pour imposer de nouvelles restrictions sur la vente des cigarettes électroniques. Pourtant, rien n'a encore été prouvé sur la nocivité du produit, mais ça n'a pas empêché les députés de l'inclure dans un vaste projet de loi intitulé « C'est pas parce que c'est pour de faux que c'est bien pour autant », qui viserait également à imposer une réglementation sur les implants capillaires, le karaoké et la masturbation. Merci Rollman. Alors cette semaine c'est ouverte, puisque vous avez la bouche ouverte, c'est à Paris la Fashion Week, ou semaine de la mode, 7 jours d'élégance et de glamour, où ont été présentées les collections de prêt-à-porter des plus grands couturiers de la planète. La semaine s'est déroulée sans trop de surprises, dans le crépitement des flashs et la débauche de lunettes noires. La capitale a été envahie pendant ces quelques jours par des rédactrices en chef aux tenues excentriques, même excentriques même, des stylistes extravagants et des femmes richissimes, affairées à dépenser la fortune de leur mari en achats inutiles. Ou, comme on les appelle plus communément, des genevoises. Oui. Néanmoins, la machine bien huilée du luxe parisien a tout de même vu ses rouages troublés par l'arrivée inopinée de militantes Femen. Donc les Femen, c'est ce groupe d'action d'extrême gauche féministe dont les membres sont venus seins nus perturber le déroulement d'un défilé de Nina Ricci. Donc Rollman, puisque vous y étiez, vous avez un avis sur la question. Oui, et j'aimerais profiter de la tribune qui m'est offerte ici pour m'adresser directement à ces jeunes femmes de tout pays ralliées sous la bannière Femen avec un petit poème qui s'intitule « On ne naît pas Femen, on le devient ». Eh ben, faites alors. Mesdemoiselles les Femen, ou doit-on dire mesdames, est-il bien judicieux de se dire féministe avec des arguments qui convaincraient Strauss-Kahn de rejoindre vos rangs tout en restant machiste ? Est-il bien nécessaire contre la femme objet d'aller manifester, comme vous le faites seins nus, découvrant vos balcons, montrant vos lampadaires, faisant de vos mamelons du mobilier de rue ? Ce message ambigu me laisse fort perplexe. Devrait-on à ce point exposer le beau sexe ? Livrer aux yeux de tous votre féminité, n'est-ce pas un peu laisser vos détracteurs gagner ? Car si enfin un rêve j'ai envie d'entretenir, c'est bien celui qu'un jour, si j'enfantais une fille, elles ne doivent pour être vues ainsi se dévêtir, mais que par son esprit, suffisamment elle brille. Laisser les gardes du corps si souvent vous plotter, ne vous fait-il pas perdre toute crédibilité ? Car c'est autour d'une table et portant des cravates que les politiciens, ennemis aux vues étroites, décident de votre avenir et maintiennent un carcan que vous ne faites tomber que métaphoriquement. Or, si vous voulez être vraiment un jour conviés, avec ceux qui décident afin de négocier, il faudra bien cacher cette tétine indécente pour que votre parole devienne intéressante. Vous portez la culotte en usurpant au mâle leurs signes belliqueux, leurs cris qui deviennent râles, mais ces désaccords seraient réglés depuis longtemps si vous preniez exemple plutôt sur vos mamans. De grâce, reprenez l'uniforme de vos mères et retrouvez l'orgueil qu'il y a à être vêtu. Vous redeviendrez forte sans en avoir l'air, et quand vous frapperez, ce sera inattendu. Vous êtes née femelle et en êtes devenue fière. Cessez donc de rejeter les critères qui diffèrent. Roméo de Juliette, Chandler de Monica, et embrassez pleinement le port du Wonderbra. Évidemment, sur ce... Bravo. C'était en alexandrin. C'est en alexandrin, césure à l'hémistiche, tout ça. Ouais. Sur ce sujet, les prof. opinions à votre prof sont très partagées. Évidemment, on pourrait aussi dire que le vêtement est une provocation bien plus grande encore que la nudité et la peau. Et par ailleurs, ces organes féminins exposés devraient susciter de criminelles convoitises, évidemment. Tariq Ramadan. Et on retrouve la notion de voile et de pudeur. Que pensez-vous de ces femmes, donc de ces femmes comme ça qui manifestent seins nus, ou encore des slut walk, donc des femmes qui, pour le coup, habillées mais de vêtements hyper provocants, défilent pour affirmer leurs droits et leur féminité? Je pense, c'est un peu ce que je viens d'entendre dans le poème, et c'est aussi un tout petit peu la perversion des combats quand ils sont d'abord pensés en termes médiatiques. C'est-à-dire que le but, c'est de choquer, c'est le but d'avoir l'image, et c'est comme ça qu'on va avoir l'image, et c'est comme ça qu'on l'a, et c'est pour ça qu'on en parle d'ailleurs. C'est parce que ça choque sur le plan médiatique et ça renvoie l'image. Maintenant, sur le plan du fond et de la substance, moi, ça me choque qu'on doive en arriver à cela pour défendre des idées, pour défendre des droits, pour défendre sa dignité. Je ne pense pas qu'il faille passer par l'indigne pour dire la dignité de ses droits, la dignité de son statut. Et là, je pense que c'est ce qu'on fait. Et je pense que c'est pas comme ça qu'on changera que ça ce soit. Ça, c'est un épiphénomène médiatique. Je pense qu'il faut se battre. Moi, je suis un grand défenseur de ce combat dans toutes les sociétés, du Sud comme du Nord.
en Occident, je me bats pour qu'une femme à compétences égales ait le même salaire qu'un homme et que ça ne se discute pas. Mais ça ne se fera pas en allant seins nus dans n'importe quel conseil ou parlement. Ça sera quand des hommes et des femmes ensemble feront ce travail. Premier exemple, les Genevoises, Ruth Dreyfus et Micheline Calmiré jamais ne se sont mis Non, seins nus mais heureusement, pour faire passer leurs idées et ça a marché. Heureusement. Tariq Ramadan, même si j'ai énormément de pouvoir, vous vous en doutez, je n'ai pas celui de décider de votre sort, vous laisser partir ou vous garder dans nos geôles. C'est donc à Thomas Wiesel, à l'issue de cet entretien, de choisir Wiesel, selon vous, et en votre âme et conscience, évidemment. Le moins que l'on puisse dire, c'est que notre prisonnier divise. Si on cherche controversé dans le dictionnaire, on trouve la photo de Tariq Ramadan. On la trouve aussi à côté de dangereux, mais ça c'est parce que Oscar Freisinger nous a piqué nos dictionnaires et a collé cette photo. Pour me faire une idée des principaux torts qu'on reproche à Monsieur Ramadan, j'ai tapé son nom dans Google et Google me suggère Tariq Ramadan double discours, Tariq Ramadan homosexualité, Tariq Ramadan lapidation et Tariq Ramadan taille de chaussures, car les fétichistes des pieds sont très présents sur Internet. Alors dans l'ordre, le double discours, c'est normal, il faut s'adapter à son public, les humoristes. On fait pareil. On parle pas exactement la même chose, par exemple, au Montreux Comedy Club au Lido le 2 octobre ou au bal des diplômés de l'EPFL le 5 octobre. Billets en vente chez vos marchands de journaux. C'est vrai, il faut être suicidaire pour aller faire des blagues sur la sodomie à une soirée du Rotary Club dans un palace. Croyez-moi, j'ai essayé. Ensuite, Tariq Ramadan, homosexualité. Ça fait sans doute référence au fait qu'il la dénonce, non pas des rumeurs sur son homosexualité à lui. Quoique... un type qui condamne l'homosexualité et qui ensuite publie un livre qui s'intitule « L'autre en nous », c'est louche. Et excusez-moi, mais quand on a la gueule, le nom et la réputation de Tariq Ramadan et qu'on voyage autant que lui dans des aéroports, à un moment donné, il faut aimer les fouilles intégrales. Et la lapidation, parlons-en, le fameux moratoire sur la lapidation qui a fait scandale. On arrête les châtiments corporels le temps qu'un débat se fasse et qu'une solution soit trouvée. D'accord, mais j'en ai marre d'entendre « oui, mais c'est écrit dans le Coran comme justification ». Oui, c'est écrit dans le Coran, mais le Coran comme la Bible ou la Torah ont été écrits il y a plus de 1000 ans. Quand j'étais à l'Uni, chaque année, ils sortaient une nouvelle édition des livres de cours pour être sûr qu'ils soient à jour, surtout pour en vendre de nouveaux pleins. Le Coran, je crois pas qu'il a été tellement mis à jour récemment. Alors vivre sa vie en 2013 en suivant à la lettre ce vieux bouquin, ça me paraît pas super malin. C'est comme utiliser un iPhone 5 avec le mode d'emploi du télégramme. Et l'église catholique, c'est pareil, hein. On est contre les préservatifs, ils en parlent pas dans la Bible. Ouais, ils parlent pas tellement d'ordinateurs et de voitures non plus, pourtant François a une papa mobile et un compte Twitter. Le Coran dit que t'as pas le droit de faire l'amour à une autre femme que la tienne, sauf si c'est ton esclave. Donc en gros, si tu lui passes les menottes et qu'elle est pas d'accord, c'est bon. C'est un peu comme en Suisse, avant qu'on change la loi sur la prostitution des mineurs, t'avais pas le droit de faire l'amour à une fille de 16 ans, sauf si tu la payais. Sauf que la loi, on peut la changer, et c'est ce qu'on a fait, tandis que s'attaquer au Coran avec du Tipex, il y a de quoi finir avec une fatwa sur la gueule. Moi, j'irais plus loin que le moratoire sur la lapidation. Un moratoire sur les religions. Le temps qu'on trouve des solutions pour que tout le monde arrête de se taper sur la gueule parce qu'ils n'ont pas les mêmes amis imaginaires. Parce que franchement, si on fondait le judaïsme, le christianisme ou l'islam en 2013, je suis pas sûr qu'on fasse tout exactement pareil. Les burqas, pour des peuples qui habitent principalement autour des déserts, c'est quand même pas méga adapté. Et pourquoi seulement les femmes ? C'est pas logique. Pourquoi on cacherait ce qui est le plus beau à voir ? Je veux dire, si on peut pas mettre de voile à Franck Ribéry, alors ça sert à rien du tout. Et les longues barbes jusqu'au nombril, ça va si t'es dans les Hells Angels ou dans ZZ Top, mais si c'est quand même pas très fashion. Et prier 5 fois par jour sur un tapis spécial tourné vers la Mecque, on n'a plus le temps. Il faudrait pouvoir envoyer un WhatsApp à Allah de temps en temps. Je pense à toi, reste comme tu es, change pas, bisous. Et tous ces trucs, la peine de mort, les châtiments, tout ça, je veux dire, c'est facile de distribuer des peines de mort à l'époque. C'était facile de distribuer tout ça à tour de bras à une époque où il y avait de toute façon une chance sur 2 de mourir de dysenterie avant le repas du soir. Mais les choses ont changé, on vit plus longtemps maintenant. Je pense que les religions doivent s'adapter à la modernité, aux droits de l'homme, à l'égalité des sexes et à l'invention du bacon. Je veux dire, les mecs qui ont inventé l'islam et le judaïsme, ils avaient jamais goûté au bacon, c'est pas possible autrement. Et pour aider les religions à s'adapter, on a besoin de types comme Tariq Ramadan. On a beau pas être d'accord avec tout ce qu'il dit, c'est l'islamologue conservateur le plus modéré et le plus intelligent. Bon, vous me direz, c'est pas très difficile. C'est comme être élu Miss Nord-Vaudois, il n'y a pas beaucoup de concurrence. C'est devenu une des figures de proue de l'islam en Europe, ce à quoi il était destiné depuis tout petit, puisque son grand-père, on l'a dit, a fondé les Frères musulmans. Ça facilite les choses quand même. Ramadan, c'est un peu le Paris Hilton de l'islamologie. Sauf qu'il travaille, lui. 29 bouquins, 32, il nous a dit tout à l'heure, des dizaines de cassettes, des centaines d'interviews. Sur YouTube, il y a plus de vidéos de lui que de chats qui font du piano, c'est dire. Mais c'est pas gagné pour que des milliards de personnes l'écoutent et aillent dans son sens, si même son grand frère est pas foutu d'être d'accord avec lui. Il y a du boulot pour réhabiliter l'image de l'islam.
que beaucoup associent systématiquement, malheureusement, avec le terrorisme. Il y a 60 ans, la criminalité avait le visage d'Al Capone, maintenant elle a celui d'Al-Qaïda et d'Al-Shabaab. Et je ne suis pas dupe, il faudra sans doute 1000 discours pacifistes pour annuler l'effet d'un attentat-suicide. Mais pour Tariq Ramadan, 1000 discours, c'est le boulot de 2-3 semaines. Vous êtes libre, monsieur Ramadan, parce que j'ai beaucoup plus peur des voix qui vous remplaceront si vous vous taisez que de vous. Et surtout parce que j'ai besoin que vous me défendiez face à la fatwa qui me pend au nez. Merci Wiesel. J'ai craché sur mon micro, chef. Oui, ça fait rien, Wiesel, ça fait rien, c'était bien. Cela dit, il fait comme beaucoup de mollahs, d'imams. Il réinterprète le Coran un peu à sa façon. C'est ce qui se fait aujourd'hui. On réinterprète beaucoup le Coran pour la faire rentrer dans un cadre politique, religieux radical. Ça veut dire que je peux faire mollah ? Vous pourriez, avec la barbe en plus, c'est parfait. Non, je veux dire, dans les traditions religieuses, toutes les traditions religieuses, il y a bien sûr des voix réformistes qui essayent de relire, de réinterpréter. C'est aussi vieux que toutes les traditions religieuses. Il faut qu'on arrête de penser que la religion, c'est forcément la pensée statique. Il n'y a pas une tradition qui soit statique. Toute la question est de savoir, est-ce qu'il est possible aujourd'hui d'être fidèle avec certains principes spirituels et éthiques et de vivre en cohérence avec son époque. Non, mais je vous ai posé la question, c'est quoi la réponse ? Oui, oui, bien sûr. Non, mais ça demande de l'effort, ça demande du dialogue intra, c'est-à-dire avec des gens qui pensent qu'ils sont de la même religion que vous. Ça exige du dialogue inter. Et puis surtout, ça exige énormément de respect. Je peux comprendre ceux qui aujourd'hui pensent que la religion n'apporte pas de réponse. Il faut qu'ils soient capables d'entendre que pour certains, la religion leur apporte des réponses et que toute la question, c'est un travail... Vous savez, il y a deux choses qui nous sauveront les uns et les autres, quelle que soit notre croyance. C'est l'humilité de savoir que nous avons à apprendre des autres et c'est le respect de considérer que les réponses des autres valent autant que les nôtres. C'est aussi simple que ça. Merci Tariq Ramadan, merci de nous avoir rendu cette visite. Et bon courage pour la suite. Et c'est la fin de cette 40e séance de l'agence avec aujourd'hui Sandrine Biglino, Aurélie Cando, Nicolas Haut, Christophe Bugnon, Marina Rollman et Thomas Wiesel. En régie, et merci à eux, il y avait Hélène Ichters et Pierre Raisin, aux images Delphine Schiffer, Mauricio Léal, à la coordination Jean-Marc Niffler. Et pour tout le reste, merci à Monique Cortési, puis surtout merci à vous, public. Et rendez-vous dimanche prochain, même endroit, même heure. Très bonne semaine. L'agence, avec le matin dimanche et ses magazines. L'heure, avec la Foire du Valais, du 27 septembre au 6 octobre à Martigny. Vous écoutez la première, il est 12h30. Les informations vous sont présentées par Marc. 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 Vous sont présentées par Marc.